Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour, salut. Coucou. Cette semaine, après sa énième défaite à domicile privant le CO de phase finale, on va se demander si la méthode de Urios a touché ses limites. Puis on parlera des qualifiés, on se demandera qui est le loup-garou de cette phase finale. Et on terminera avec Bayonne qui a gagné sa place en top 14 pour la saison prochaine. On se demandera si l'Aviron est condamné à un destin à la Perpignan. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Romain Bergogne, salut Romain. Salut Christelle. Et Laurent Campistron, salut Lolo. Coucou Christelle. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Vendredi, Christophe Urios, l'entraîneur de Castres, disait « On est plus fort que l'année dernière ». Samedi, Christophe Urios, l'entraîneur de Castres, disait « J'ai pris un parpaing dans la gueule ». Parce qu'en perdant à domicile pour la 6e fois de la saison contre Toulon, pendant que Montpellier gagnait à Clermont, le champion en titre s'est privé de phase finale. On a vu un CO là, sans énergie, las, L-A-S, sans énergie, incapable de se révolter, à l'opposé de celui qu'on avait vu la saison dernière. Vendredi, Christophe Urios, l'entraîneur de Castres, disait « Je tirerai un bilan quand la saison sera terminée, si possible après le 15 juin ». Bon, finalement, on va le tirer le 27 mai. Est-ce que la méthode Urios a montré ses limites cette saison, Laurent ? En quelque sorte, oui. Oui. Déjà, je pense que les Castrés tombent effectivement de très haut. Comme l'a dit Christophe Urios, ils ont pris un bon parpaing à travers la tronche. Ils s'attendaient pas du tout à ce que ça se termine comme ça, ce qui est peut-être déjà un début d'explication d'ailleurs à ce qui leur est arrivé. Sans doute qu'ils se méfiaient pas assez de Toulon d'abord parce qu'ils pensaient qu'ils battraient relativement facilement cette équipe qui n'avait plus rien à jouer à Pierre Fabre. Et ils pensaient sans doute aussi que Clermont ferait le taf contre Montpellier, ce qui n'a pas été le cas. Donc, pour preuve de cette un petit peu décompression entre guillemets, c'est la compo de Christophe Urios, je pense, qui a aligné par exemple le troisième ligne titulaire, le flanqueur Rémi Caballero, qui n'est pas vraiment titulaire ces derniers temps, qui n'était pas titulaire ces derniers temps. Alors là, il était dès le coup d'envoi pour des raisons qui dépassent un petit peu le sportif, puisque c'était sa der au stade. Et qu'à 36 piges, il mettait un terme à sa carrière. Donc, Christophe Urios a voulu un petit peu lui rendre hommage à l'alignant. C'est pas pour autant que le joueur a fait un mauvais match. Il n'a pas été plus mauvais sur le terrain. Mais je pense que si Urios était un petit peu plus méfié de l'adversaire, il aurait sans doute aligné une équipe un peu plus, on va dire, dans les clous de ce qui était le cas ces derniers mois, quoi. Ils se sont vus un peu trop bons. Voilà, donc ça fait de bonnes raisons déjà de ne pas prendre ce match avec la détermination nécessaire. La force de cette équipe de Castres, de la méthode Urios, c'est qu'effectivement, il arrive à tirer la quintessence de tous ces joueurs. Elle a toujours fonctionné comme ça, mais c'est une méthode qui, évidemment, est hyper éprouvante pour ces joueurs. À Castres, on ne peut pas dire que Castres, c'est pas Toulon, c'est pas le Racing, c'est pas Clermont. C'est un effectif où il n'y a pas de surdoué. Tu n'as que des joueurs qui sont de très bons joueurs, mais qui ont besoin d'être à 100%, voire même au-delà, pour atteindre les objectifs qui sont établis. Et évidemment, ça pompe une énergie incroyable. Ça oblige à une remise en question match après match, et sans doute qui paie cette saison les efforts consentis la saison dernière, qui les a amenés jusqu'au titre, puis qui s'étaient qualifiés à l'arrache. Ils s'étaient vraiment arrachés pour obtenir la 6e place qualificative pour la phase finale. Derrière, ils avaient fait 3 matchs extraordinaires, et tout ça pompe une énergie folle. Alors, ils n'ont pas fait un mauvais début de championnat. Ouais, c'est ça qui est. Donc, on aurait pu croire qu'effectivement, qu'ils parviendraient enfin à faire une saison post-titre correcte, ce qui n'avait pas été le cas des précédents champions. Et finalement, ils ont eu des trous dans la saison. Il y a eu un trou énorme en décembre. Je pense notamment à cette défaite contre Castres à la maison. Il y a eu un trou surtout, et celui-là est rédhibitoire. C'est ce dernier mois avec 4 matchs à jouer après la victoire à Bordeaux. Ils avaient un boulevard devant eux avec 3 matchs à jouer à la maison contre Toulouse, Montpellier et le dernier contre Toulon. Il leur suffisait d'en gagner un, puisque vu qu'ils ont gagné à Agen, le seul match à l'extérieur qu'ils avaient à jouer. Donc un match à domicile leur aurait permis de se qualifier aisément pour la phase finale. Et là encore, ils se sont vautrés. Alors je pense qu'effectivement, ils sont hyper émoussés, fatigués par tous les efforts consentis la saison dernière, qui se paient un petit peu aujourd'hui. Parce que Castres, c'est une équipe qui fonctionne par coup. Par à coup. Ils se fixent des objectifs ciblés. Ils se disent, par exemple, allez, on va gagner à Bordeaux parce qu'on sait que derrière, on sera bien au classement. Donc, ils vont gagner à Bordeaux, ils y arrivent. Et c'est des victoires comme ça, souvent à l'extérieur. Ils en ont gagné 8, ce qui est énorme. 8 victoires en 13 journées cette saison à l'extérieur. Il y a que Toulouse qui a fait mieux avec 9 victoires.
Mais en revanche, ils n'arrivent pas à tenir ce cap sur la durée. C'est-à-dire qu'ils s'écroulent après à domicile. On l'a vu. Et là, c'est pareil, c'est 6 défaites à domicile, ce qui est énorme. Et là aussi, rédhibitoire pour une équipe qui espère atteindre la phase finale. Lolo, tu l'as souvent écrit. Et je pense que ce qui leur a fait défaut sur la fin de la saison, c'est presque le fait d'être dans une situation trop confortable. On sait que Castres, c'est une équipe qui répond toujours présent lorsqu'elle a le dos au mur. Elle l'était lorsqu'il fallait aller gagner à Bordeaux. Ils l'ont fait. Et peut-être que inconsciemment, le fait d'avoir, comme tu l'as dit, 3 balles de match à domicile, ça faisait certainement 3 balles de match de trop, quoi. Ou deux de trop. Il en fallait une seule. Et même effectivement, ils ont sans doute abordé ce dernier match en se disant de toute façon, il faut encore que et La Rochelle gagne et Montpellier gagne, sauf que eux ils l'ont fait. Et peut-être qu'ils étaient vraiment trop dans une forme de confort, quoi. Effectivement, c'est une équipe qui déteste le confort, quoi. Elle est à l'aise finalement qu'au pied du mur, quoi. Quand il y a un défi incroyable à aller chercher, là, c'est des joueurs qui arrivent à se transcender parce qu'ils ont ça en eux, ils ont ce caractère-là qui fait que quand la mission s'avère impossible, ils arrivent à la surmonter. En revanche, effectivement, quand ils sont trop à l'aise, quand ils ont un certain écart avec les poursuivants immédiats, ils se laissent un petit peu porter par les événements. Et puis là, comme ils n'ont pas on va dire, le talent ou les qualités que peuvent avoir des joueurs susceptibles de se reposer sur leurs acquis, eux, ils n'ont pas ça, en fait. Ils ont besoin d'être à 100%, 110% d'être au top à leur maximum pour vraiment, et tous ensemble, en plus, pour pouvoir sortir des perfs. Après, là, quand ils sont un peu en dessous. C'est quand même une équipe qui a sur le papier tout ce qu'il faut pour battre Toulon à domicile. Un Toulon, en plus, dans une composition d'équipe remaniée, qui n'a plus rien à jouer, ce qui à la fois rend l'équipe dangereuse, mais ils n'ont pas été non plus champions de France avec que des pimpins, donc je pense que Castres avait tout ce qu'il fallait pour gagner. On a vu concrètement même la charnière Cocotte-Urdapilleta qui s'est délitée. Hein. Urios lui-même le disait avant. Tu le sais, Clément, toi qui as été un grand numéro 10, quand la charnière part en quenouille comme ça, c'est rarement bon signe, Romain, je pense. En fait, leur match à eux qui a été un peu un tournant, j'ai l'impression que c'est contre Toulouse à la maison où ils ratent pas mal de points au pied, alors qu'avec une victoire ce jour-là, non seulement ils rebattaient Toulouse encore une fois, et surtout ils étaient quasiment qualifiés. Et puis derrière, c'est vrai que le match contre Montpellier, d'ailleurs moi j'y étais, Urios disait à la fin du match, c'est vrai qu'il y a un souci avec la charnière, elle tourne pas. Bon, il les a quand même maintenus jusqu'au bout parce que c'est ces deux tauliers. Et, ils ont rien, ils ont pas redressé la situation. Donc c'est peut-être aussi le signe d'une équipe qui se lasse un peu et qui arrive plus à utiliser ses ressorts habituels de on est le petit patelin, on est les petits, personne nous aime et tout ça, machin. Et en fait, ils n'ont pas réussi à se redresser jusqu'au bout, à conclure. Et après, ils ont pris Montpellier au mauvais moment aussi. Ils ont fait le taf à Agen. Et finalement, Toulon, ils sont venus... Montpellier, c'est un vrai tournant parce que Montpellier, tu te qualifies et tu élimines Montpellier quasiment, quoi. Donc, et ce match-là, ils l'ont pas joué, en fait. C'est un match, les conditions n'étaient pas terribles, mais c'était un match où Montpellier, on n'attendait pas à ce qu'ils ouvrent le jeu non plus, mais Castres, ils ont un peu voulu jouer comme Montpellier. Ils ont fait un peu tout à l'envers et ça a été un peu un match à pile ou face et ils l'ont perdu. Et et donc du coup Montpellier est revenu comme une balle et et au final Montpellier est double, quoi. Après, dans le lot, le match qui leur fait le plus mal, c'est Toulouse, parce que c'est vraiment le match qu'ils avaient ciblé à la maison des trois qui leur restaient à jouer. Toulouse, c'est le voisin, le grand rival. Ils marquent 3 essais sur ce match-là, 3 essais à 0. Ils arrivent à perdre malgré ça 20-21. Tout ça parce qu'effectivement, là, Urdapilleta et Cocotte, je crois, ratent à 6 ou 7 pénalités, ce qui est énorme. Et là, derrière, la défaite de Montpellier en suivant s'explique beaucoup par cette désillusion subie contre Toulouse le match d'avant, quoi. La charnière, comme disait Romain, effectivement, elle les a lâchés. Christophe Furios disait que ce qui était leur point fort, à savoir cette association entre Cocotte et Urdapilleta, était devenu leur point faible sur cette fin de saison. Et Cocotte était sur le banc, d'ailleurs, au départ du match contre Toulon samedi. C'était un Cocotte très fatigué. On sentait pas vraiment la complicité entre lui et Urdapilleta. Peut-être qu'Urdapilleta, de son côté, était préoccupé par la sélection argentine, parce qu'il a quand même été appelé pour la présélection cet été, parce que ça lui trottait aussi dans la tête. En tout cas, ils n'étaient pas là, ces deux joueurs. Ils n'étaient pas là, alors qu'effectivement, les 2 fois où Castres a été champion de France, c'est parce qu'il y avait eu un super Cocotte les 2 fois. Et puis, s'il a été aussi là la saison dernière, c'est parce que l'association Cocotte Urdapilleta les avait fait vraiment gagner, notamment les 3 matchs en phase finale, quoi.
Après, moi, ce qui m'a pas mal interpellé samedi, c'est le discours d'Urios dès la fin du match où, au micro de Canal+, il dit qu'il a déjà hâte qu'il va basculer vite sur le projet de Bordeaux. J'ai trouvé que c'était une déclaration qui... Oui, parce qu'on rappelle juste que la saison prochaine, il sera l'entraîneur de l'UBB. Et qu'on le sait depuis un moment, surtout. Et ouais, alors justement, c'est peut-être aussi une des données de l'équation, quoi. Peut-être que, je sais plus de quand date l'annonce de son départ, Lolo, je sais plus, novembre peut-être, ou c'est très tôt dans la saison. Même avant. Ouais, c'était même au mois d'août qu'il annonçait qu'il partait. Après, on a su qu'il allait à Bordeaux un peu plus tard, mais l'annonce du départ, c'est carrément au mois d'août, le championnat au mois d'août. Ouais. Et j'ai été étonné que dans son discours, il tourne la page aussi vite. Peut-être que ce ne sont que des mots, mais on sentait que vraiment ça lui pesait. Et après, il y a une petite phrase qui n'est pas anodine dans le compte-rendu de Philippe Ayorias de dimanche, c'est certains joueurs ont changé. Je ne sais plus quelle est la phrase exacte qu'il emploie, mais comme si... Voilà, je sais pas ce que tout ça veut dire, mais comme si cette histoire se finissait en eau de boudin avec ses propres joueurs, que peut-être il a senti que il avait plus la même emprise sur son groupe, que son discours passait moins bien, je ne sais pas, mais il y a des petites phrases lâchées ici et là qui montrent que il en avait marre, quoi. Et ça montre tout simplement que c'est une fin de cycle, quoi. Ça fait 4 ans que Turios est là avec ses 2 adjoints, Joël Abt et Frédéric Charrier. 4 ans, c'est beaucoup dans le rugby moderne. C'est éprouvant, surtout avec les méthodes d'Urios qui demande beaucoup à ses joueurs, mais qui est hyper exigeant aussi avec lui-même. C'est un bosseur, il est là très très tôt au stade, comme la plupart des entraîneurs, évidemment. C'est banal ce que je dis, mais enfin, il demande beaucoup aux autres, il demande beaucoup à lui-même et à ses adjoints. Donc je pense qu'effectivement, il était très là, LAS, comme dirait Christelle, ces derniers mois. Et je pense qu'il lui tarde effectivement de tourner la page. Après, il faut pas quand même oublier ce qu'il a, même si la sortie est moche, comme il le dit lui-même, il faut pas oublier les 4 ans qu'il a passé à Castres. Parce que, est-ce que la norme, c'est de voir Castres champion de France la saison dernière, ou est-ce que c'est la norme, c'est de le retrouver 7e aujourd'hui? Moi, je pense que c'est plutôt... aujourd'hui que l'exploit c'était vraiment la saison dernière et qu'il faut évidemment davantage retenir ça que la sortie triste de samedi, quoi. Donc il n'y a plus de Castres, mais pour les phases finales, dans l'ordre, on a du Toulouse, du Clermont, du Lyon, du Racing, du La Rochelle et du Montpellier. Du Toulouse qui a semblé dérouler un peu toute la saison, du Clermont revanchard, du Lyon toujours dans les clous, du Racing qui a surlevé la tête après sa désillusion européenne. On verra si les partis politiques s'en remettent aussi bien. Du La Rochelle qui s'accroche et du Montpellier sur une dynamique de déglingos, j'ose le mot, avec ses 8 victoires en 9 matchs. Tu vois un loup-garou, toi, Romain, parmi ces clubs tout le monde le voit, le loup-garou. Sur la dynamique, c'est clairement Montpellier, mais après... C'est un zombie, Montpellier, c'est un mort-vivant. Les mecs, ils perdent contre Perpignan à domicile en février. On était limite à parler de maintien pour eux et tout ça. Ils font une fin de saison assez folle. Mais après, la question de ça... après, là, ils vont à Lyon, ce qui va déjà être un premier gros morceau, donc on va savoir déjà physiquement, ils sont quand même, ça fait 10 semaines qu'ils jouent des matchs de phase finale, donc ils sont un peu entamés à mon avis, mais Castres en est le bon exemple l'année dernière. À partir du moment où ils gagnent à La Rochelle, ils font une fin de saison derrière où ils battent tout le monde. Donc le gros loup-garou, ça peut être Montpellier. Après, c'est un peu bizarre ce casting parce que, c'est un casting logique, je veux dire, mais c'est que par exemple pour Toulouse et Clermont, on sait qu'ils sont en demi-finale. Eux-mêmes le savent depuis très longtemps. Et par exemple Toulouse, depuis leur demi-finale contre le Leinster, on n'en sait pas plus parce qu'ils ont fait des matchs. Ils se cachent un peu maintenant. Comme ci, comme ça. Donc dans 2 semaines, il va falloir qu'ils replongent dans un match de phase finale. Clermont, ils finissent leur saison un peu bizarrement aussi. Donc sur la dynamique, on ne sait pas trop quoi penser. On sait qu'ils seront évidemment au niveau, il n'y a pas de souci là-dessus. Un Racing La Rochelle, ça reste un match ultra ouvert. En plus, ça se joue à Colombes, donc c'est un cadre qui ira mieux au Rochelet vu la rouste qu'ils avaient pris à l'Arena cette saison. Mais donc sur la dynamique, c'est Montpellier. Après, s'il fallait sortir un favori sur la saison, il y a Toulouse et Clermont évidemment, mais je vois pas ça de façon aussi claire et évidente, quoi. Donc je pense qu'une surprise est pas à exclure. Si on se place du point de vue des Montpelliérains, ils sont allés gagner dans les dernières semaines à Clermont,
Ils sont allés gagner à Castres. Donc, aller envisager pour eux une victoire à Lyon, je pense qu'il n'y a plus rien qui les effraie. C'est une équipe qu'ils avaient martyrisée en demi-finale de championnat l'année dernière. Bon, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a un petit bémol quand même sur Montpellier, c'est le fait qu'ils ont... Enfin, la dimension physique, quoi. On voit qu'il y a des joueurs qui commencent à soit être fatigués, soit être blessés. Ils ont perdu Picamol et Ouedraogo avant le dernier match. Faudra voir, pour des commotions, il faudra voir s'ils sont aptes pour la fin de semaine. Avant le match, ils perdent Ngandebe et Bismarck Duplessis. Donc, il leur manquait pas mal de joueurs, et ça veut dire que quand même, et en plus de ça, je pense que Cotard a tiré sur son groupe, et sur les mêmes joueurs beaucoup sur ces dernières semaines pour arracher cette qualif. Donc ça, c'est quand même une donnée à prendre en compte. Mais moi, je pense que, on en reparlera peut-être dans 15 jours, que Clermont va peut-être se mordre les doigts de ce qui s'est passé ce week-end, quoi. Parce que c'est le même cas de figure que Castres. Ils avaient l'occasion d'éliminer Montpellier, ils l'ont pas fait. Si je dis pas de bêtises, on va sur un potentiel Clermont-Lyon ou Montpellier, donc potentiellement sur un Clermont-Montpellier. Et là, attention. Et effectivement, je rejoins Romain. Clermont, il reste sur 2 défaites en fin de saison régulière, à Toulon et donc celle-là contre Montpellier. Ils avaient beaucoup d'absents là quand même. Ouais, c'est pas fâcheux, mais ça veut dire que tu t'auras abordé, t'auras pas gagné un match depuis presque un mois avant d'aborder la demi-finale. Donc en termes de dynamique, on a connu mieux. Après, pour moi, il y a un favori immense qui reste le Stade Toulousain. D'autant que, voilà, pour le plus grand plaisir de Lolo, non, mais d'autant que pour l'affiche potentielle, il n'y a rien d'effrayant pour eux, je pense. C'est-à-dire que ce soit le Racing, qu'ils ont tapé en quart de finale de Coupe d'Europe chez eux, ou La Rochelle, qui sont 2 équipes qui ne ferment pas le jeu. Je pense que Toulouse aurait eu beaucoup plus de soucis à se faire face à un potentiel Montpellier, face à Castres. Voilà. Mais là, je me dis que Toulouse a pas une voie toute tracée, mais un chemin vers le Stade de France assez ouvert. Tu n'es absolument pas d'accord avec ça, Laurent, évidemment. Non, si, bien sûr que oui. Non, si on cherche évidemment un épouvantail à cette phase finale, il suffit de regarder le classement de la phase finale. C'est tout simple. Toulouse a terminé avec 98 points, ce qui est le record absolu en top 14. Ils ont gagné 21 matchs sur 26. Ils ont fait 2 nuls. Ils ont perdu que 3 matchs. Puis ils sont beaux, ils sentent bon. Voilà, ils sentent hyper bons. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'ils ont battu tout le monde cette saison. C'est-à-dire qu'ils ont même le Leinster en Coupe d'Europe, ils ont réussi à les battre à Ernest Vallon. Et sur le top 6, il y a... Ils n'ont pas battu les Saracens. Ouais. En finale, ils n'ont pas battu les Saracens. Oui, c'est vrai. Enfin bon. Et si on prend le top 6, il n'y a que Montpellier qui a réussi à les battre sur les 6 équipes qualifiées. C'était encore, on se souvient évidemment des conditions dans lesquelles ça s'était joué, puisque Toulouse avait envoyé une équipe... plus que bis terre, on va dire, là-bas, et ils avaient pris une bonne rouste, mais sinon après face au Racing, c'est 2 victoires sur 2, même 3 si on ajoute le quart de finale de Coupe d'Europe. La Rochelle, c'est 2 victoires sur 2. Lyon, c'est un nul, 1 victoire. Là, Clermont, c'est un nul, 1 victoire. Bon, tout ça va compter à un moment donné quand même dans les têtes. Je pense que ils ont été au-dessus de tout le monde sur cette phase régulière. Alors effectivement, on peut avoir l'impression qu'ils se cachent depuis qu'ils sont qualifiés. Ça les empêche pas quand même de mettre 80 points à Pau, 47 à Perpignan, de faire une deuxième mi-temps de folie à l'UBB. Là, il va y avoir 15 jours pour se préparer à la demi. Ils sont partis cette semaine à Alicante se mettre un petit peu au air et au soleil pour s'adapter un petit peu aux températures chaudes. Je ne sais pas si elles seront chaudes, mais en tout cas, il fera sans doute meilleur dans 15 jours à Bordeaux. Moi, je les vois vraiment hyper favoris, beaucoup plus que Montpellier, qui revient effectivement de l'enfer. Et on sait que quand on revient de l'enfer, en général, on peut aller très très loin. Mais ça fait effectivement, comme disait Romain tout à l'heure, 2 mois, voire 3 mois qu'ils jouent une finale, en quelque sorte, pour rester en vie dans ce top 14. Et à un moment donné, je pense que ça va se payer. L'an dernier, ça ressemble un petit peu à Castres, sauf que Castres était quand même parti un peu plus tard que Montpellier, quoi. Ils avaient gagné effectivement le match à La Rochelle, mais il restait que 3 journées de la saison régulière, si je me souviens bien. Donc ils étaient encore un peu frais pour aborder le sprint final. Ouais, d'autant que Lyon a bien fait tourner aussi ce week-end, donc ils vont être un peu plus frais, beaucoup plus frais. Exactement. Même physiquement vendredi. Il faudra se méfier du Racing aussi, parce que le Racing avait tout misé sur la Coupe d'Europe et ils ont été éliminés prématurément. Et on peut estimer qu'avec l'esprit revanchard qui les animera, ils seront dangereux aussi à prendre dès le week-end prochain pour La Rochelle en tout cas.
à Colombes. La Rochelle qui a Voilà. quand même passé 81 points là, à Bègle, à Bordeaux. On peut, non Ça n'a pas grande valeur, ça je veut rien pense. dire. Non, ça ne veut pas dire grand-chose face à une équipe de Bordeaux démobilisée qui n'a pas grand-chose à jouer, qui a quand même fait une belle première mi-temps. À un moment, on s'est dit, tiens, c'est peut-être eux qui vont être le poil à gratter de cette fin de saison et qui vont jouer un rôle d'arbitre intéressant, puis ils ont explosé en vol en seconde période. Mais ceci étant dit, non, les Rochelais vont être, je pense, des adversaires redoutables pour le Racing. Ça va être je pense, un match assez sympa à suivre. Ces deux équipes qui développent un rugby assez positif. Ça peut donner quelque chose d'intéressant si jamais l'éclairage de Colombes un vendredi soir marche. Mylène Farmer qui donne le coup d'envoi. Alors Mylène Farmer, elle sera pas là, puisqu'elle sera en pleine répétition à l'Arena. Donc voilà. Mais j'ai lu ici ou là que les supporters, les vrais, les historiques. Les historiques du Racing étaient très contents de retourner à Colombes. Le Donc, supporter. Non, ça c'est méchant. Ça méchant. Ça m'étonnerait. Mais ça me ressemble tu me pas. le demandes pas, Christelle, mais moi je te donne mon pronostic. Moi je pense qu'on va sur une finale Toulouse-Montpellier. Voilà. Cette finale ne me plaît pas. Finale C'est pour ça qu'elle Toulouse-Montpellier te l'a pas demandé, je et pense. victoire de Toulouse. Ça me plaît pas. On va passer au dernier sujet d'ailleurs, Voilà. comme ça ne me plaît pas. Egoac, le Vino Griego et Potioka, le meilleur ami de Clem, sont de retour en top 14. 2 ans après sa rétrogradation en deuxième division, l'Aviron a battu Brive 21-19, est devenu champion de France de Pro D2 et retrouvera donc le top 14 la saison prochaine. Les Basques ont d'ores et déjà ou sont en voie de signer 18 recrues, un budget de 16-17 millions, nous dit-on. Est-ce que c'est assez pour éviter un destin à la Perpignan, le promu qui a terminé avec 2 victoires en fait. Romain? Est-ce qu'ils vont faire comme Perpignan? Ça, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont jouer le maintien la saison prochaine avec 2-3 autres équipes. Ça, c'est maintenant un peu... il y a 10 équipes en top 14 qui jouent le barrage. Il y a Pau qu'on peut... vu la saison qu'ils ont fait, on va les mettre aller gentiment pour le maintien. Et après, il y aura Agen, Bayonne et le vainqueur de Brive-Grenoble samedi. Donc, ça va se jouer entre 3-4 équipes. Donc, Bayonne, ils vont jouer évidemment ce championnat-là. Est-ce qu'ils vont mieux le jouer que Perpignan? Ça, je peux pas, j'avoue que j'en sais rien pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont jouer entre la 12e et la 14e place. De toute façon, même Yannick Bru, à la fin du match, disait on va se préparer pour faire un exploit la saison prochaine, donc il entendait par là essayer de se maintenir en top 14. Le nouveau système de promotion-relégation, de toute façon, entre la Pro D2 et le top 14, fait qu'une équipe de Pro D2 peut plus monter en top 14 armée, comme le sait par exemple Lyon à une époque. Parce qu'on ne sait plus qui va monter avant le mois de mai. Donc les mecs montent avec leur équipe de Pro D2 qui vont renforcer sur un second, voire un troisième marché des transferts. Et donc sportivement, ils ne peuvent pas jouer autre chose que le maintien. Donc les Bayonnais le savent. Est-ce qu'ils vont gagner plus de 2 matchs? C'est vrai que cette nouvelle formule a quand même quelque chose d'un peu inique, quoi. C'est compliqué pour le club qui monte de se maintenir. En même temps, elle a aussi l'avantage de ne condamner qu'un seul club à la relégation directe. Donc ça laisse un petit peu plus d'espoir au maintien. Moi, je pense qu'ils feront mieux que l'USAP cette saison. Il n'y a pas de raison que, portés par leur public, portés aussi par une dynamique de fin de saison sur laquelle ils vont surfer tout l'été, parce que l'USAP l'année dernière avait été premier de poule, n'avait joué qu'une demi-finale et une finale qu'ils avaient archi dominé. Même si effectivement, je rejoins Romain, ils n'ont pas pu valider leur maintien avant d'avoir battu Grenoble en finale de Pro D2, mais on sentait quand même que c'était une équipe qui était beaucoup plus dominante que les autres. Là, eux, ils vivent une aventure incroyable. Ils vont gagner à Oyonnax dans les circonstances qu'on sait, avec une Bayonne Tada extraordinaire. Hier, ils gagnent à la dernière minute dimanche contre Brive. Donc je pense qu'ils vont surfer un peu sur cette euphorie-là. Les fêtes de Bayonne cet été vont être sympas, je pense. Et que ça peut les porter sur... parce qu'il y a une communion, elle aurait existé quoi qu'il arrive, mais elle est incroyable, la communion avec leur public. Donc je pense qu'ils peuvent surfer là-dessus sur un début de saison. Il faudra voir le calendrier qu'ils ont, et accrocher 4-5 victoires à domicile en début de saison pour se mettre correctement se lancer correctement dans la lutte, quoi. Et puis deuxième petit truc qui, je pense, joue en leur faveur, c'est la présence de Yannick Bru, petit 1, qui a fait un boulot remarquable.
et sa philosophie de s'appuyer sur la formation du club. Je ne sais pas s'il le dira, je pense que la montée vient un peu trop tôt pour lui, qu'il aurait certes bien aimé, j'imagine, aguerrir encore ce groupe très jeune une saison de plus en Pro D2 avant d'envisager la montée. Bon, maintenant elle est là, il va la prendre. Et voilà, il y a des mecs, on va être très honnête, dont on a découvert les noms, Ordas, Duo, Barthélemy, Tisserand, qui sont des jeunes joueurs pour la plupart. Parce que tu n'es pas très pointu. Non, c'est vrai. Je les connaissais. Et qui sont issus de la formation basque, on va dire, au sens large. Et qui, ce sentiment identitaire-là, il peut être aussi quelque chose d'assez fort. Et ça, je fais un parallèle. Je ne sais pas s'il a lieu d'être, et Lolo en parlera mieux que moi, mais avec Agen qui s'est appuyé depuis plusieurs saisons sur son centre de formation, et peut-être qu'ils peuvent, à l'inverse de l'exemple perpignanais, suivre la voie d'Agen, quoi. Laurent, tu y étais, ce match, il était un peu fou. J'y étais effectivement, et rien que pour la ferveur populaire et ce public bayonnais, c'est top que Bayonne remonte en top 14. Je ne sais pas que les brévistes étaient en deçà, c'était pas mal aussi. Enfin, c'était une magnifique fête du rugby hier. Le match n'était pas extraordinaire, mais il y a eu du suspense jusqu'au bout, c'était vraiment top. Et effectivement, je rejoins Clem quand il dit que c'est peut-être un petit peu trop tôt. Il me semblait que l'équipe la plus prête des deux hier était plutôt Brive. J'ai senti quand même une équipe plutôt dominatrice sur l'ensemble du match, mais qui vraiment se perd le match toute seule à la fin en commettant trois bourdes énormes, qui donnent quasiment la victoire aux Bayonnais. Brive avait un effectif presque de top 14, puisque ils venaient de descendre et ils avaient perdu des joueurs importants quand même, mais ils avaient une ossature, on va dire, quand même, de joueurs ayant déjà connu le top 14. Alors que de l'autre côté, si on regarde bien, ils doivent pas être très 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 nombreux, les joueurs, à avoir connu le top 14 dans une vie récente, quoi. Mais c'est pour ça que il y a le Pidigo, Chigounis, il y a Batut, Bostot Moyano, Joyac qui a joué avec Bordeaux quelques années, et le Mélé Guillaume Rouette. Voilà, à part ça, c'est quand même une équipe très et Bustos Moyano, et très peu expérimentée, enfin en tout cas au niveau de l'élite, quoi. Et en matière de jeu, ça donne quoi? C'est une équipe joueuse ou... Oui, c'est une équipe joueuse, et je pense qu'elle trouvera sa place. Après, je trouve que ça fait quelques saisons que les promus qui montent sont assez ambitieux dans ce qu'ils proposent, que ce soit Agen, que ce soit même Perpignan cette année était une équipe qui aimait tenir le ballon. Alors ils marquaient pas de points, ils avaient du mal à concrétiser, mais c'était une équipe qui proposait des choses intéressantes dans le jeu. Grenoble également. Donc je pense que Bayonne va s'inscrire dans cette lignée-là et va être une équipe intéressante qui peut-être, par son un peu de manque de densité physique et tout ça, mais par cette volonté de jouer, s'accommodera davantage du top 14 c'est un peu paradoxal, mais de la Pro D2, quoi. Alors après, voilà, est-ce que ça suffira Je suis assez inquiet quand même, c'est vrai, sur leur recrutement, quoi. Quand on lit les noms des recrutements, on voit pas mal de joueurs qui viennent de Fédéral 1 ou de Pro D2, et sinon c'est des joueurs qui sont... Il faut qu'ils trouvent des bons plans de joueurs un peu libres en top 14. Ce que disait le président sur le recrutement, que c'était un recrutement compliqué parce qu'il est tardif. Et puis, il disait que c'était faut s'inscrire dans un projet de top 14, mais avec une redescente possible. Donc, il expliquait qu'il faut expliquer aux gars que l'année d'après, ils peuvent voir leur salaire divisé par 3, quoi. Et ça, c'est plutôt sain comme approche. C'est-à-dire que voilà, ils sont Perpignan pas là. fait ça un peu aussi, parce qu'ils ont quand même prolongé pas mal de leurs joueurs. Perpignan. C'est-à-dire qu'ils sont pas cachés en disant... on vient pour jouer la phase finale du top 14. Ils savaient très bien qu'ils risquaient de redescendre. Et malgré ça, ils ont un projet un peu plus à long terme. Et la plupart des joueurs qui ont joué cette année ont été prolongés. Donc, ils repartiront à peu près avec la même équipe. Il faut peut-être qu'ils fassent le yo-yo quelques années avant d'avoir une équipe assez performante pour rester. Mais là, quand on monte comme Bayonne aujourd'hui... moi, je suis désolé, mais sportivement, ils vont jouer les 3 dernières places. Mais c'est sûr. Non, mais ça, c'est une évidence. Et dans les 3 derniers, ils ne seront pas favoris. Donc, face à Agen, qui est rodé maintenant à ça, face à Brive ou Grenoble, pour moi, ils ne seront pas favoris. Mais bon. Après, il y a une donnée aussi intéressante, c'est qu'on sera en Coupe du Monde au début de la saison prochaine. Encore une fois, il faudra voir le calendrier, mais
peut-être qu'ils recevront, je dis n'importe quoi, le 31 août, un Toulouse amputé de la moitié de son effectif, et que donc ils battront Toulouse, alors que Agen, qui recevra plus tard Toulouse dans la saison, les prendra avec une équipe. Vous voyez, donc des petites choses comme ça, mais bon, ça on le saura quand on verra le calendrier. Mais commence par 5 défaites, voilà. Mais voilà, tout pour eux va se jouer vraiment sur les 2-3 premiers mois, quoi, pour éviter. Perpignan, on savait qu'ils étaient relégués à 95% au mois de décembre. Donc, Laurent, Non, mais je voulais exactement dire ce que vient de dire Clem. Ah bah voilà. Effectivement, noter que c'était une année particulière parce qu'une année Coupe du Monde et que les équipes comme Agen, comme Grenoble ou Brive et Pau sans doute aussi et bien sûr Bayonne avaient tout intérêt à prendre des points dès le départ pour espérer survivre à cette saison qui s'annonce compliquée. Voilà. Après. Effectivement, on notait tout à l'heure le centre de formation d'Agen. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus évolué, développé que celui de Bayonne aujourd'hui. À ce niveau-là, je pense qu'Agen est loin devant. Donc il faudra effectivement quelques années encore à Bayonne pour espérer avoir des jeunes capables de s'intégrer ultra rapidement dans l'effectif et pour jouer à un top 14. Quoi. Les joueurs que tu as pu voir après le match, ils se projetaient déjà sur le top 14 ou ils se projetaient sur la troisième mi-temps? Ils se projetaient en fait surtout sur le retour à Bayonne, dans les rues de Bayonne, à Jean Daugé notamment, pour faire la fête. Je crois ils étaient la plupart avaient déjà une bière à la main. C'était assez. C'est valeur. C'était sympa, battu. Le flanqueur avait les larmes aux yeux. C'était c'était vraiment une ambiance poignante, sympa en tout cas à vivre hier. Enfin plus. Et quant à la saison prochaine, c'est pour les brévistes, le président surtout le président qui a évoqué ça et puis un petit peu Yannick Bru, quoi. Mais c'était surtout la fête qui prévalait hier. Eh bien, restons sur cette fête alors. Merci messieurs, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Laurent Campistron, Romain Bergogne et Clément Dossin. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition, à tout. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.